Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 24 mars et à la une de cette édition, les contrôles des forces de l'ordre s'intensifient sur l'île. En effet, après une première phase de prévention de la population, les policiers et les gendarmes sont entrés en phase de répression. Un moyen de faire comprendre aux ultimes récalcitrants que le confinement s'applique à tous. Sur la seule journée de dimanche, 144 amendes ont ainsi été distribuées sur le département. Un reportage signé Paul Arthur Invite. Près de 400 amendes distribuées sur la seule journée d'hier, voilà le bilan du passage en phase répressive des forces de l'ordre. Une phase qui s'adresse en particulier à la partie récalcitrante de la population que l'on retrouve dans les villages. En effet, les axes principaux de l'île ayant été désertés par la partie de la population suivant les règles du confinement. De manière générale, la population a plutôt bien compris les règles et les a plutôt bien appliquées, en tout cas sur les points de contrôle qu'on a identifiés avec la présentation d'attestation et de justification de leur déplacement. Donc, je vais vous dire, c'est une minorité en fait qui ne prend pas en compte ces règles et qui met en péril le reste de la société marocaine. Quelle est l'étape d'après? C'est de monter en puissance sur le dispositif en le réarticulant, en n'étant plus uniquement sur des points fixes, en gardant quelques-uns quand même, mais en étant davantage mobile au sein des villages, au sein des communes, pour pouvoir aller voir ceux qui ne respectent pas les restrictions. Et qui par conséquent se mettent en danger ainsi que leurs familles et leurs connaissances. La préfecture appelle au respect des consignes par la population pour éviter une situation qui pourrait être catastrophique sur l'île aux parfums. Moi j'en appelle surtout ainsi que le préfet au respect de ces règles par les habitants de Mayotte, car c'est pour eux, c'est pour leur propre sécurité, la sécurité de leurs enfants, la sécurité de leurs parents, de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs amis, de leurs cousins, qu'il faut respecter ces gestes barrières, mettre en place une distanciation sociale, éviter de se contacter et rester le plus possible chez soi. Des mesures de protection et des gestes barrières simples qui, s'ils sont bien appliqués, peuvent ralentir, voire endiguer ce virus qui a déjà tué plus de 16 000 personnes à travers le globe. Ce matin, nous avons pu recueillir le sentiment de 2 des 4 parlementaires sur la situation à Mayotte. La députée Ramlati Ali et le sénateur Tani sont inquiets mais ont souhaité rassurer la population sur le travail qui est mené actuellement par les autorités. Tous deux assurent faire pression sur l'État afin que des moyens supplémentaires soient envoyés à Mayotte. Des appels à l'aide qui pourraient être entendus dans les tout prochains jours. Au montage, Leslie Vumenet. Les parlementaires du département sont logés à la même enseigne que les autres citoyens, à savoir confinés chez eux, que ce soit à Mayotte ou à Paris. Par téléphone ce matin, la députée Ramlati Ali a rappelé que le meilleur moyen de lutter contre le virus reste de respecter les consignes barrières. Il faut absolument qu'on respecte les consignes. Il faut absolument qu'on respecte les consignes. Il faut mettre la barrière vis-à-vis du virus. Oui. Aujourd'hui, effectivement, Mayotte s'inquiète quand on sait comment on vit, comment certaines populations et la majorité d'entre eux sont les uns sur les autres. Effectivement, ça inquiète quand on connaît aussi notre tissu médical. Dès le départ, j'ai toujours eu l'habitude de dire que ça soit ici ou ailleurs, qu'on n'est pas dans un désert médical, mais une catastrophe médicale, compte tenu du nombre de médecins qu'on a sur le territoire, que ce soit le privé ou le public. Ouais. Donc, effectivement, il y a lieu de s'inquiéter et on est tous inquiets et on réagit tous les uns les autres à notre façon. Nombreux sont ceux à tirer la sonnette d'alarme publiquement face au manque de moyens à Mayotte. Le sénateur Tani assure pour sa part qu'il est en contact avec les plus hautes autorités de l'État afin que Mayotte ne soit pas laissée pour compte. Moi, je me suis engagé en politique parce que la situation qui prévaut ne me satisfait pas. Les moyens, si on ne les demande pas, on ne les aura pas. Moi, je ne reste pas les bras croisés. Je demande des moyens supplémentaires. La directrice de l'ARS nous a fait un état de la situation. La veille, elle venait d'avoir une réunion en visioconférence avec le président de la République, notamment, et ses collègues directeurs d'ARS. Donc, notre rôle,
ce n'est pas de nous arrêter sur ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit. Vous savez, le temps politique reviendra après cette crise. Moi, mon rôle, c'est, malgré la situation dramatique, de continuer à demander des moyens supplémentaires. Les parlementaires ont demandé des lits, des respirateurs ou encore des masques. Et si certains assurent que rien ne sera envoyé, Ramlati Ali n'est pas aussi catégorique. Je lui ai posé la question de l'aide, tout simplement, que ce soit les masques, les respirateurs, les bateaux qui pourraient notamment venir à Mayotte ou l'hôpital de campagne. Elle m'a répondu texto que rien n'est fermé. Notamment concernant, pour revenir sur votre question des masques, il y a même des personnes à Mayotte qui travaillent avec des entreprises métropolitaines qui pourraient nous livrer un masque et qui m'ont sollicité. Donc j'ai mis en contact avec le ministère qui m'a dit il faut aller voir avec le département parce que dans d'autres territoires, c'est les départements et régions qui aident à acheter ces masques-là. Donc il faut voir avec eux. Donc hier soir, j'ai pris contact avec le département pour leur dire si vous pouvez vérifier le sérieux de ces deux entreprises qui sont adressées à moi, si c'est quelque chose de possible, et il faut qu'on y aille. La députée attend une réponse des autorités dans les prochaines heures pour l'envoi de matériel supplémentaire à Mayotte, en espérant que cette réponse soit positive. Et la présidente du collectif des citoyens de Mayotte ne cesse de monter au créneau face à la gestion de la crise. Estelle Youssoufa est intervenue ce matin lors de la matinale. Pour elle, l'État méprise une nouvelle fois Mayotte, alors que le contexte local est propice à une large propagation de la maladie. Je vous propose de l'écouter au micro de Patrick Mian. Il n'y a pas assez de moyens policiers. On sait aujourd'hui que les policiers sont ceux qui sont les premiers frappés par l'épidémie. Il n'y a pas assez de moyens sanitaires. Ce sont eux qui sont les premiers frappés par l'épidémie. On est avec des bidonvilles qui sont des foyers de mauvaises conditions d'hygiène et qui sont des bombes à retardement sanitaire. Ça fait des années qu'on demande qu'on détruise ces bidonvilles. C'est la population qui est le plus à risque aujourd'hui. On est avec une bombe démographique, avec des jeunes qui sont laissés, et on le voit, qui continuent à provoquer des violences qui sont hors de contrôle et qui ne sont pas supervisées. Et les jeunes sont les porteurs sains dont vous parliez. Les enfants, les mineurs, sont souvent les porteurs sains. Donc eux ne présentent pas de symptômes, mais par contre ils trimballent la maladie. Donc c'est pour ça que le confinement c'est très important avec les enfants. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous sommes en direct par téléphone avec le député Mansour Kamardine. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Ravi d'être avec vous en direct. Nous avons pu échanger ce matin parce que depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours même, vous êtes alerté par des personnels de santé, par des personnes qui vivent la crise au plus près. Qu'est-ce que vous disent ces personnes aujourd'hui sur la situation réelle à Mayotte ? Leur inquiétude parce que sur le terrain, ils constatent qu'il n'y a rien de sérieux qui a été fait pour les protéger déjà. Le bilan est assez lourd puisque nous savons que nous avons au moins 2 médecins qui sont impactés, 3 gendarmes impactés, 3 policiers impactés, 2 pompiers impactés, et puis également des doutes sur un ou voire plusieurs infirmiers. Cela montre que effectivement on a mis beaucoup de temps, beaucoup de retard pour leur donner les moyens de protection. Or, si nous n'avons pas des médecins, si tous les médecins ou l'immense majorité des médecins tombent malades, des infirmiers, des gendarmes, ainsi de suite, nous ne pourrons pas combattre efficacement le virus. Le président de la République nous a invités à nous engager dans cette guerre contre le virus. Si nous voulons être efficaces, encore faut-il que nos soldats soient bien équipés pour le faire. Je suis regretté de constater qu'à la date de ce jour, ce n'est pas le cas, et donc il faut absolument qu'on arrive assez rapidement à surmonter ces difficultés et à les protéger en premier. Cela veut dire qu'il nous faut des masques, il nous faut des solutions hydroalcooliques, il nous faut des blouses, bref, il nous faut des moyens, puis comme aussi il nous faut des lits
Il y a aussi, par exemple, cette situation dingue qui est la suivante, où on a une personne qui est actuellement hospitalisée, qui a fait campagne pendant plusieurs jours avec des amis, qui a pu être allé voir des gens, ainsi de suite, et que tous celles et ceux qui étaient autour de lui ont fait part de leur souhait d'être examinés, d'être testés, et qu'on ne teste pas. Par manque de tests, justement, monsieur le député, on manque de tests, on manque de masques. Par contre, la députée Ramlati Ali l'a dit, rien n'est fermé aujourd'hui et elle a notamment pu avoir au téléphone et échanger avec la ministre des Outre-mer qui n'a pas fermé et qui a expliqué que c'est possible qu'il y ait des renforts et notamment des moyens supplémentaires au niveau des masques, des respirateurs, du matériel, des lits. Rien n'est fermé aujourd'hui. Est-ce que vous avez bon espoir quand même? Où il n'est pas testé, ils sont tous livrés à eux-mêmes. Tout comme on l'a fait depuis le début quand nous avons demandé à ce qu'il y ait des contrôles à l'arrivée et notamment des tests à l'arrivée, on nous a rayonné sous le nez et on a laissé les choses se développer. Et aujourd'hui, nous déplorons, nous sommes aujourd'hui à plus de 30 cas. On était en audioconférence tout à l'heure avec le préfet qui dit que les scientifiques disent qu'à 30 cas, on peut facilement évaluer la réalité sur le terrain à plus de 320 cas. C'est-à-dire qu'on est là à un déchaînement du virus dans la population. Et tout ça, je crois qu'on n'a pas su l'anticiper, on n'a pas su l'organiser. Et donc, oui, aujourd'hui, on peut se poser des questions. Et c'est pour cela que moi, je demande que très rapidement, des mesures soient prises. Nous avons souhaité qu'il y ait, l'envoi d'un avion cargo pour transporter du matériel et protéger tous ceux qui doivent l'être. Je parlais des professionnels de santé, des forces de l'ordre, y compris les gardes champêtres, la police municipale qui sont les à contribution, mais aussi tous ceux qui sont suspectés pour qu'ils n'aient pas, ils n'aient pas la possibilité d'infecter d'autres personnes qui sont autour d'eux, alors même qu'eux-mêmes ils savent pas s'ils sont infectés. Donc voilà ce que moi le cri d'alarme et d'inquiétude que je vais lancer ce soir aux autorités compétentes pour gérer cette crise. Mansour Kamardine, je vous ai posé la question. Je ne sais pas si je vous entends pas là. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. Je crois que... Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends là. Je vous ai posé la question sur justement ce matériel. On attend et on a eu ce matin la députée Ramlati Ali qui expliquait que rien n'est fermé et qu'il est tout à fait possible qu'on reçoive du matériel, des respirateurs, des masques, des lits dans les prochains jours. C'est envisageable encore. Est-ce que vous avez espoir que les différents appels soient entendus? C'est pas une question d'espoir, c'est une exigence morale vis-à-vis de cette population, vis-à-vis de ceux qui se dévouent à la cause publique et qui mettent en danger leur vie. Il faut absolument que ça vienne. Moi, j'entends ce que dit ma collègue et elle a parfaitement raison de dire que rien n'est fermé. Moi, je ne veux pas que les choses soient ouvertes. Je veux que les gens entrent en action et qu'on puisse nous dire tel jour, tel avion qui se posera à telle heure pour apporter du matériel de telle sorte qu'on n'ait plus à exposer les gens inutilement. Voilà. Et donc, moi, je vais aller encore plus loin par rapport à ce qu'elle dit. C'est qu'il faut absolument maintenant, nous exigeons des actes concrets. On n'a plus le temps de réfléchir. Le virus est arrivé en métropole voici un peu plus d'un mois, voire 2 mois. On a eu le temps suffisamment pour réfléchir à ce qu'on doit faire, et notamment pour réflexion, l'État est en action. Il faut impérativement qu'on nous envoie ce cargo qui est appelé de tous les vœux, notamment par les professionnels, ceux-là même qui, sans compter sur le péril de leur vie, s'engagent pour sauver les autres. Un dernier mot, monsieur le député. Justement, vous avez une réunion aujourd'hui encore avec les autorités et on parle d'une possible mesure de confinement général, de couvre-feu général décrété par le préfet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce soir en direct? Oui, le préfet s'est concerté avec les maires
Et de manière, je dirais, unanime, les maires ont considéré qu'il fallait prendre cette mesure parce qu'un certain nombre de maires avaient déjà pris l'initiative ici ou là. Je pense au maire de Mamoudzou, au maire de Sada, au maire de Beni. Et donc, pour consolider tout ça, le préfet a consulté les 17 maires qui lui ont donné un avis favorable. Donc, je crois que dès ce soir, le préfet a dû signer un arrêté ce soir, qui entre en vigueur dès ce soir pour dire que il est plus possible de sortir à partir de 20h, entre 20h et 5h du matin. Et donc, la mesure va entrer en fonction d'ici une heure, un peu plus d'une heure. Merci beaucoup, monsieur le député. Et bien sûr, vous continuerez à intervenir pour évoquer cette crise que vit Mayotte, mais plus largement le pays tout entier, le monde tout entier. Je vais juste profiter, parce que je pense que je n'ai pas eu l'occasion de le faire plus avant chez vous. Moi, je vais lancer un appel à l'ensemble de la population qui vit à Mayotte pour dire ne prenons pas à la légère cette mesure. Vous avez vu, il y a une dizaine de jours, on était à 1 cas. Une semaine plus tard, on était à 10. Dimanche, on était à 20. Aujourd'hui, on est à 30. Et les spécialistes, selon les termes de M. le Préfet, pensent que la réalité est beaucoup plus importante que celle-là, qu'il pourrait être aux alentours d'un peu plus de 300. Donc le virus est partout. Le virus est à nous. Il est autour de nous. Il nous asphyxie. Il cherche à nous tuer. La meilleure façon de faire aujourd'hui avec les moyens de bord que nous avons, c'est de nous protéger pour protéger les autres. Donc, respectons les consignes qui nous sont données. Merci beaucoup, monsieur le député. Le message est passé et bien sûr, vous interviendrez dans les prochaines heures, dans les prochains jours sur nos ondes pour refaire un point de situation. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec le pôle d'excellence rurale à Coconi ou encore la réorganisation du dispensaire Jacaranda. Au montage, Leslie Vimonet. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le maire de Mamoudzou a instauré un couvre-feu sur l'ensemble de la commune à compter de ce lundi 23 mars à 18h. Il est par conséquent interdit de circuler dans la commune par quelque moyen que ce soit entre 18h et 5h du matin, et ce, tous les jours de la semaine. Cette décision implique l'obligation impérative pour chacun de rester à son domicile à ses horaires. De ce fait, toute sortie ne relevant pas d'un motif impérieux est interdite de 18h à 5h. Les contrôles de police seront renforcés durant la nuit et les contrevenants à ce couvre-feu s'exposent systématiquement à une amende de 135 €. Chacun doit comprendre que les contacts doivent se limiter au strict minimum pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Du côté de Chirongui, un couvre-feu est également instauré depuis hier de 22h à 5h du matin. Le Conseil départemental de Mayotte souhaite accorder une autorisation d'occupation temporaire du domaine public AOT constitutive de droit réel pour la réalisation et la construction des aménagements nécessaires au pôle économique du pôle d'excellence rurale de Coconi. Le droit réel se définit comme une prérogative directe d'une personne sur un bien immobilier ou mobilier. En droit immobilier, le droit de propriété est un exemple de droit réel. L'activité portera ainsi sur la mise en œuvre d'une activité de distillation de plantes aromatiques à parfum et médicinales. Le département lance un appel à projet pour l'exploitation du pôle économique du pôle d'excellence rurale de Coconi. Le dossier de l'appel à projet est téléchargeable sur le profil acheteur du conseil départemental à l'adresse qui s'affiche. Le centre hospitalier de Mayotte informe la population que le dispensaire de Jacaranda reste ouvert de 6h30 à 19h du lundi au vendredi et de 7h à midi le samedi. 3 filières ont été mises en place. Un tri est réalisé à l'entrée du dispensaire afin d'orienter les patients vers la filière adéquate. Filière dingue, filière pathologie aiguë, filière prise en charge et suivi des pathologies chroniques. Le service des actions de santé, le bâtiment des douanes est fermé. Seules les vaccinations obligatoires des enfants de moins de 2 ans peuvent être encore réalisées. Le CHM rappelle aux usagers que les gestes barrières doivent être respectés aussi sur le site du CHM et notamment une distance de 1 mètre entre chaque personne dans les lieux d'attente. Toute nouvelle mesure prise par l'établissement sera communiquée par voie de presse et sur les réseaux sociaux du CHM.
Et je vous propose de clore cette édition avec un mot de culture et avec cette disparition plus exactement. Âgé de 92 ans, Albert Uderzo est décédé, lui le dessinateur de Astérix et Obélix. En 1959, aux côtés de René Goscinny, il crée les Irréductibles Gaulois, des aventures qui se sont vendues à 380 millions d'exemplaires à travers le monde. Dans un album sorti en 2017, les auteurs qui lui ont succédé ont baptisé l'un des méchants coronavirus. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Son coup de crayon est entré dans l'histoire. Alberto Alessandro Uderzo est né le 25 avril 1927 dans la Marne, de parents immigrés italiens. C'est sa professeure de maternelle qui remarque ses dessins. Uderzo n'a alors que 6 ans. Elle lui offre sa première boîte de crayons. Quand je suis arrivé chez moi, très heureux d'avoir une boîte de couleurs, j'ai fait un dessin pour ma mère. Et j'ai dessiné de l'herbe. Ma mère regarde, elle me dit « Pourquoi tu as fait l'herbe rouge ?» Je dis « Elle n'est pas rouge, elle est verte. » C'est comme ça qu'on a su que j'étais daltonien. Uderzo est un fan de Walt Disney et de Mickey Mouse. Il se lance dans le dessin. Il crée plusieurs personnages avant de faire la rencontre décisive avec Goscinny en 1951. Les deux hommes parlent de coups de foudre mutuels. Mais il faudra attendre encore quelques années avant que ne leur vienne l'idée qui va changer leur vie. Nous avons commencé par la préhistoire, ça ne nous intéressait pas beaucoup, ça avait déjà été fait, et nous en sommes arrivés à la période des Gaulois. Et tout de suite, nous avons senti que ça pouvait être très amusant à faire, et c'est comme ça qu'est né Astérix, très simplement d'ailleurs. Astérix apparaît pour la première fois en 1959 dans les pages du journal Pilote. Plus rien n'arrêtera désormais les Irréductibles Gaulois. Goscinny et Uderzo créeront ensemble 26 albums, traduits en 111 langues et vendus à 380 millions d'exemplaires. Lorsque Goscinny disparaît en 1977, Uderzo est anéanti. Albert Uderzo représentait évidemment la moitié de mon père, on peut dire les choses comme ça, puisqu'ensemble, ils n'avaient pas non seulement créé une œuvre, mais ils avaient créé un mythe. Uderzo dessinera Astérix jusqu'en 2011, mais ses mains fatiguées par des années de labeur ne lui obéissent plus. Il décide alors de confier son bébé gaulois à Didier Conrad et Jean-Yves Ferry. Nous sommes tous mortels et tous mes amis, ceux de ma génération, sont partis et leurs personnages continuent. Ce matin, le monde du cinéma, comme celui de la politique, rendent hommage à Albert Uderzo. Quant aux Irréductibles Gaulois, ils continueront, malgré leur chagrin, à résister encore et toujours. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.